Bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, Julien, on va commencer. Ouais, on peut y aller, je pense. Super. Donc, je pense qu'il y aura des connexions en cours de route, mais l'idée, c'est de couper son micro, évidemment, pendant pendant que Julien parlera. Donc, Julien est chef de service au PEP 45 pour la plateforme d'accompagnement au numérique adapté. Et donc, il va nous faire une présentation sur la pleine participation des usagers, dans un environnement connecté. Donc l'idée, c'est qu'il y ait une présentation de 20 à 30 minutes et ensuite on pourra poser des questions. Évidemment, s'il y a des questions en cours de route, on peut les poser dans l'onglet discussion et on pourra y répondre en direct. Voilà. Merci Yann. Alors, du coup, je vais commencer. Ce que je vous propose, c'est de décomposer la petite présentation en trois. Un petit rappel sur l'histoire du projet au PEP 45 avec l'environnement connecté et lié à la pleine participation. Ensuite, aborder deux exemples très concrets de pleine participation dans son environnement connecté. On verra qu'on peut aller plus loin que simplement les deux exemples qu'on a, nous, initiés au PEP 45. Et enfin, peut-être faire un lien avec l'actualité autour de la société, l'utilisation du numérique, où on en est, quels sont les acteurs en lien avec la thématique qui nous intéresse. Alors, juste ce que je vous propose, c'est défiler quelques slides et je vous propose des petites séquences de vidéos entre chaque slide. Soit ce sont des séquences issues de la vidéo qui était en ligne sur le site des fabriques, soit c'est de nouveaux extraits. Mais vous retrouverez de toute façon tous ces extraits bientôt sur le site YouTube des PEP 45, je pense. Alors, au niveau de l'histoire du projet, donc on a commencé nos réflexions sur l'environnement connecté en 2014 avec des réflexions des ergots dont je faisais partie dans une maison d'accueil spécialisée, Saint-Jean-de-Bray, à côté d'Orléans. 2 ans plus tard, on a commencé un partenariat avec une entreprise qui nous accompagne dans l'utilisation de l'environnement connecté adapté aux besoins des personnes en situation de handicap. Donc l'entreprise Meilleur d'Homme. Et voilà, grâce à l'association, financement associatif en 2017 de toute la masse, donc à Saint-Jean-de-Bray, qui a pu être connectée en 2017. L'ARS a soutenu la démarche dès 2018 en finançant sur des CNR, en fait, la deuxième masse de l'association pour qu'elle soit connectée. Et on en reparlera, mais l'ARS a continué de soutenir le projet avec un financement expérimental pour la plateforme d'accompagnement numérique adapté. Alors, je vous propose tout de suite la première vidéo. Lorsque j'ai pris mes fonctions il y a 10 ans de cela, une réflexion a été menée au niveau de la Devinière sur comment utiliser la domotique pour permettre aux personnes qu'on accompagne, qui sont des adultes avec de nombreuses restrictions pour réaliser les actes de la vie courante, de savoir comment cette technologie pouvait être utilisée pour leur rendre de l'autonomie. En se rendant compte qu'en fait, effectivement, ils étaient en capacité, pour certains d'entre eux, d'utiliser un contacteur pour faire avancer un objet ou pour interagir en allumant une lumière, en se disant, mais cette capacité-là qu'ils ont, les résidents, il faut qu'on en fasse quelque chose entre eux. On a pensé à l'environnement et à l'utilisation de cette technologie dans leur environnement. Et c'est là qu'on a commencé à se renseigner sur la domotique et les potentialités qu'elle offrait. On n'en avait pas du tout idée à l'époque. Voilà, un petit rappel sur le départ du projet. Tout de suite, un exemple qui paraît évident pour la pleine participation dans un environnement connecté, c'est tout ce qui concerne l'indépendance, l'autonomie pour les personnes. Donc, en fait, on va utiliser dans un environnement connecté les mêmes outils que Monsieur Tout-le-Monde. Ce Monsieur Tout-le-Monde qu'on va retrouver au fur et à mesure de la présentation. Une personne en situation de handicap avec un trouble moteur ou bien une déficience visuelle
va en fait utiliser un smartphone, va pouvoir utiliser une tablette, un assistant vocal, le matériel qu'on trouve dans les mêmes magasins de ce fameux Monsieur Tout-le-Monde. Et voilà donc la deuxième vidéo qui illustre un petit peu ça dans les deux masses de l'association. Et ce bouton-là, qui est relié à la domotique, il permet justement, quel que soit l'endroit où est Rachel dans sa chambre, de pouvoir avoir accès à sa porte et ouvrir ou ne pas ouvrir aux personnes. Dis donc, on a de la concurrence avec le grand public maintenant. Il s'appelle Bouton Niou. C'est beau, non? Et il y a différentes applications sur smartphone. Oui, et il y a beaucoup d'interrupteurs sans fil. Est-ce que vous pouvez nous montrer comment vous fermez et ouvrez vos volets? Et si vous avez envie de les arrêter en plein milieu? Et ça, c'est un outil de communication. Ah bon? J'aurais dit que c'était une tablette tactile, moi. Eh ben montrez-nous, hein, puisqu'elle est allumée. Si elle vous dérange cette lumière, c'est l'occasion de montrer. Donc là, du coup, on a une application lumière éteinte, voilà. Et ça permet justement de pouvoir contrôler dans la chambre de Manu un petit peu différents paramètres. Et on peut aussi utiliser sa voix, Oui, c'est de plus en plus courant. comme Mike. Avec son Google Home. Ok Google, ferme les volets. Entendu. Ok Google, ouvre la porte. À vos ordres. Donc cette couverture va permettre d'équiper petit à petit l'intégralité des chambres de la masse en fonction des besoins. Aujourd'hui, nous avons équipé 2 chambres. La personnalisation extrême que nous pouvons avoir avec ces systèmes-là permet de les faire évoluer petit à petit avec l'apprentissage du résident. Donc c'est ça qui a intéressé l'ergothérapeute. Voilà, donc ça c'est le premier exemple de participation qui vient un peu spontanément quand on parle d'un environnement connecté. C'est effectivement rendre les personnes, leur permettre d'être plus autonomes dans leur habitat. Donc là, on a bien la même notion que les mêmes outils que Monsieur Tout-le-Monde. Mais on s'est rendu compte, effectivement, au fur et à mesure assez rapidement dans notre expérimentation, qu'évidemment, ces outils-là n'allaient pas pouvoir être compatibles avec les capacités des personnes, la majorité des personnes qu'on accompagne en maison d'accueil spécialisée. Donc, en fait, ce qu'on a réussi à faire, c'est garder les mêmes technologies issues du grand public, donc c'est-à-dire ce qu'on utilise avec le smartphone pour allumer ses volets, pour allumer sa lumière, baisser ses volets, les technologies qui tournent derrière ça, ça va être les mêmes technologies qui vont tourner derrière des moyens finalement adaptés pour les personnes en situation de polyhandicap. Et là, on s'est rendu compte d'une deuxième potentialité de l'environnement connecté pour la pleine participation, qui était non plus seulement l'autonomie, mais également un support à la relation pour les personnes en situation de grande dépendance notamment. On continue avec les petites vidéos. Aussi pour lui donner un lien dans la relation, qui devienne un peu plus acteur dans la relation, puisque on donne l'exemple par exemple de quelqu'un qui, après sa douche, va avoir besoin de sécher ses cheveux avec un sèche-cheveux. Aujourd'hui, elle peut appuyer sur le contacteur et ça active le sèche-cheveux. Bon, elle n'a pas la même place dans la relation avec son aidant que si c'est l'aidant qui tient le sèche-cheveux et qui l'allume. Mais ce projet, il est surtout fait aussi pour quelque chose de très simple. Ben, ça va être possible. Et même si c'est pas dans l'intérêt de dire je veux voir clair donc j'allume, même si c'est dans un enjeu relationnel, ça donne une autre place aux résidents. Des tremblements, par exemple, avec un syndrome cérébelleux ou des mouvements ataxiques. Et ça... C'est un outil supplémentaire pour mieux communiquer. Oui. Donc par exemple, Ronan, il utilise le ventilateur, c'est pas parce qu'il a chaud ou quoi, c'est vraiment un jeu en fait, c'est un jeu. Et le truc, c'est que ce jeu, il alimente la relation et qui lui donne une possibilité qu'il n'a pas si on n'a pas la domotique. En fait, la chambre de Ronan pour son espace de vie. Donc il y a cette tablette qui a été faite, il y a 4 contacteurs, c'est domotique. Donc tu peux l'avoir soit au fauteuil,
soit au lit. 220 000 hommes ont été mobilisés. Du coup, Ronan, t'as fait quoi là avec le rouge? Les résidents qui sont très fiers de nous montrer leurs capacités. Ça peut être un jeu pour elle, hein, d'allumer, d'éteindre et de voir la réaction de son aidant. Je pense que c'est un médiateur aussi à la relation. Je pense que cet outil-là permet aussi des fois de désamorcer qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais proposer aux résidents. Ça permet vraiment d'ouvrir l'aspect plaisir. C'est ça. Est-ce que tu as envie de faire ça seul? Voilà. Donc, le deuxième exemple, évidemment, en lien avec la relation, ce que l'environnement connecté va offrir comme possibilité à l'usager pour pouvoir alimenter la relation. Donc, pour ça, on a donc utilisé, comme je vous disais, les mêmes technologies que le grand public, que Monsieur Tout-le-Monde, en adaptant le moyen d'accès, l'outil qui est utilisé par la personne en situation de handicap. Donc, ça peut être des contacteurs, ça peut être des gros interrupteurs, ça peut être des pictogrammes, ça peut être des logiciels de communication, bref, toute une palette d'adaptation qui permet aujourd'hui de se dire qu'on peut toucher tout type de situation de handicap dans un environnement connecté pour leur permettre aux gens de plus participer, d'avoir une meilleure inclusion en fait. Je poursuis le montage. Ah. Alors. Changement de chaîne ou allumer, éteindre la télévision, cet outil-là. Il y a un petit bug, ça arrive jamais. Alors, on recommence. Hop. J'ai perdu mon PowerPoint. Hop. Voilà, ça va revenir rapidement. Je vais en noter là. Un changement de chaîne ou allumer, éteindre la télévision, cet outil-là permet aux résidents de faire des choix. C'est un deuxième contacteur qui permet d'actionner la tablette. Et bon, comme elle aime bien l'ambiance, et puis elle est fière quand elle allume sa radio pour nous montrer qu'elle sait faire, c'est vraiment une chose agréable pour elle. Et des fois, on suppose, c'est pas tout à fait ça. Avec la domotique, c'est vrai que la résidente nous montre vraiment ce qu'il veut, c'est pas nous qui allons faire à la place de lui. La domotique pour rendre les personnes en situation de handicap le plus autonomes possible. Ces nouvelles technologies sans fil, sans travaux, permettent à différentes personnes, soit en résidence privée, appartement, maison, soit dans des établissements comme la Masla de Vinières, de pouvoir rendre accessibles différents équipements de la maison. On s'est aperçu. Catherine, vous avez les deux boutons qui sont là, et vous savez très bien les effets qu'ils ont dès que vous appuyez dessus. Le bonheur de se retrouver. Profitez d'une rentrée en douceur. Voilà. Le petit bug est passé. Donc là, c'était les deux principaux exemples qui sont arrivés chez nous au niveau de la pleine participation dans l'environnement connecté. Mais évidemment, on se rend compte que on peut peut-être aller au-delà de ces deux exemples. Mais peut-être se poser la question à ce moment-là, pourquoi vraiment un environnement connecté, ça a une plus-value par rapport à ce qui existait avant? Parce que contrôler son environnement pour une personne en situation de handicap, ça se fait depuis des années. Quelle est vraiment la plus-value de ces nouvelles technologies? Moi, je dirais, dans un premier temps, c'est en termes d'inclusion. Parfois, l'aspect visuel de certaines technologies dédiées au handicap sortent totalement de ce qui se fait dans le grand public. Et je trouve ça plus pertinent de parler d'inclusion quand on a le même outil que le fameux Monsieur Tout-le-Monde, plutôt que des outils comme on voit là sur l'écran, qui sont entre guillemets connotés handicap, qui restent tout à fait bien, mais
en termes d'inclusion, si on peut avoir le même outil que Monsieur Tout-le-Monde, je pense qu'on est mieux. Ensuite, c'est tout simplement que dans l'environnement connecté, ça offre plus de possibilités qu'avec ce qu'on appelait auparavant les téléthèses ou les contrôles d'environnement. Hein. Donc, ce que je vous propose tout de suite, c'est une petite séquence qui n'est pas issue des PEP 45 du tout, qui juste montre comment on pouvait auparavant, avant l'environnement connecté, contrôler quelques éléments de son environnement. Donc ce boîtier il va permettre à l'utilisateur de pouvoir contrôler son environnement électrique, audiovisuel et éventuellement téléphonique. Toutes ces téléthèses en fait sont complètement paramétrables, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir de 0 à 200 fonctions, évidemment suivant le modèle de télécommande, et donc adapter cette télécommande à la pathologie de la personne. Je peux avec le boîtier commander les portes, l'ouverture et la fermeture, les volets roulants, l'éclairage et les appareils Hi-Fi, télévision, chaîne stéréo et lecteur. Voilà, un exemple, je suis désolé, la vidéo n'était pas de très bonne qualité, mais un exemple de ce qu'on pouvait faire avant, pour contrôler une partie de son environnement. Mais la plus-value de l'environnement vraiment connecté, c'est tout d'abord de toucher plus de personnes. Parce que les outils que vous avez vus là sur la vidéo, par exemple, ne sont pas du tout accessible à tout type de personnes. Il faut comprendre les pictogrammes, il faut comprendre comment ça marche, il faut avoir la dextérité suffisante pour appuyer sur les touches, etc. Alors qu'avec les nouvelles technologies de l'environnement connecté, comme vous avez vu par exemple dans les masses, on va vraiment pouvoir diversifier les outils pour accéder à l'environnement connecté. Donc l'une des plus-values, c'est quand même qu'on va toucher plus de personnes pour le même objectif, hein, la pleine participation dans son environnement via une meilleure autonomie. La deuxième chose, comme on l'a dit, c'est le support à la relation. Ça, vous avez pu voir en vidéo ce que ça pouvait donner. Si la technologie utilisée n'est pas accessible à la personne en situation de polyhandicap, bon, on n'en parle pas. Hein. Donc, déjà, ça permet ça également. On peut aussi parler d'une amélioration en termes de sécurité. Dans un domicile connecté, on peut gérer la sécurité incendie, la sécurité, les alarmes contre les intrusions, etc. Ça peut rassurer les personnes. Aussi des appels malades, en fait, personnalisés. Parce qu'avec les mêmes outils que la personne peut allumer sa lumière, avec ce contacteur, avec son assistant vocal, avec son smartphone, son joystick de fauteuil roulant, etc., elle va pouvoir en fait alerter un proche. Et on va vraiment aller personnaliser ce moyen-là. On va aussi pouvoir s'appuyer en fait sur les habitudes de vie des personnes, avec l'accord, évidemment avec l'accord des personnes, d'utiliser les données qu'elles vont générer dans leur environnement quotidien pour donner un outil supplémentaire aux aidants ou même à la personne pour comprendre ses difficultés. Alors, en termes de sécurité, ça peut être par exemple, on a observé avec la personne qu'elle ouvrait ses volets tous les matins et puis on se rend compte qu'aujourd'hui les volets ne sont pas ouverts, cette personne elle est peut-être isolée, elle vit à domicile, si elle n'a pas ouvert ses volets ce matin, peut-être qu'il s'est passé quelque chose. Donc ça peut être déjà une première alerte. Pareil, quand on veut faire un accompagnement vers plus d'autonomie, est-ce que la personne elle a vraiment utilisé le matériel qu'on lui a mis à disposition? Qu'est-ce qu'elle en dit? Et qu'est-ce que les données statistiques remontent en termes d'utilisation? C'est plus le matin, c'est plus le soir, etc. Ça permet d'affiner avec elle les outils dont elle a besoin. Enfin, ça peut être aussi une alerte sur... ça peut être un outil complémentaire pour voir si la personne va bien. Si par exemple, on observe que l'heure de son réveil s'est progressivement décalée et qu'elle avait l'habitude de se lever, admettons, à 9h, et en fait, on se rend compte qu'au bout d'un mois, elle a décalé son réveil de 1h30, voire 2h. Pourquoi? On peut aller, du coup, peut-être utiliser ces données pour voir avec elle pourquoi elle se lève plus tard. Est-ce que c'est un choix, elle a envie, enfin voilà, il n'y a pas de problème, ou est-ce que c'est parce qu'elle est déprimée ou elle a mal, du coup, comme elle a mal, elle se lève moins tôt.
Et là, du coup, ça nous donne un outil supplémentaire. Tout ça, c'est possible dans un environnement connecté. On peut aussi raccrocher toute la santé avec des objets de la santé connectés qui aujourd'hui se multiplient et vont continuer, à mon avis, de se multiplier. Ces objets de la santé, à terme, seront, je pense, interopérables dans un environnement connecté. Voilà, ça veut dire qu'on pourra utiliser, par exemple, un système pour capter la pression sur un fauteuil roulant quand la personne elle est assise, détecter si elle a un point d'appui pour prévenir en fait l'apparition de troubles cutanés. Voilà. Et tout ça étant dans son environnement. Donc, on peut avoir la prévention des troubles cutanés, on peut avoir la prévention des chutes, bien sûr, la prévention des troubles liés au vieillissement de la personne. On peut avoir tout ce type de prévention avec des alertes automatiques et surtout personnalisables. Ça veut dire qu'on n'aura pas simplement une notification qui va arriver sur le smartphone de la personne pour dire « Attention, vous êtes mal positionné, pensez à vous relever un petit peu, voilà, changer d'appui » ou ce genre d'alerte. On va vraiment pouvoir aller plus loin et allumer un voyant chez l'aidant, par exemple, pour l'avertir que la personne a besoin. On peut aller diffuser un message en haut-parleur, on peut lancer un appel téléphonique, un petit peu comme peuvent faire les systèmes de téléassistance à domicile. Comme la personne tombe, elle a un petit badge autour du cou, elle appuie sur le bouton et puis ça envoie une alerte. Tout ça, ça peut être automatisé dans l'environnement connecté. On peut toujours avoir le petit badge qui appuie, mais on va vraiment plus loin. Et tout ça, au final, pourquoi? Pour plus de participation, notamment aussi dans le cadre du maintien à domicile. Voilà, quelques exemples. Donc, on a donc deux possibilités pour plus de participation, parce qu'on revient toujours à la question quelle est la plus-value de l'environnement connecté par rapport aux technologies d'avant. Et un troisième point que je souhaitais partager avec vous, c'est vous dire que l'environnement connecté va évoluer très très facilement. Selon les situations de dépendance d'une même personne, elle peut avoir un handicap évolutif et au fur et à mesure de l'évolution de ces difficultés, on va adapter son environnement, ce qui était compliqué, ou plus compliqué en tout cas, avec les technologies antérieures. Selon son projet de vie aussi, puisque comme ce sont des technologies majoritairement sans pile, sans fil, et parfois même sans pile, on va pouvoir accompagner un déménagement. L'investissement qui a été fait à un instant T va pouvoir être déménagé ailleurs, sans gros travaux. Donc nous, dans les masses, par exemple, on peut aussi le déplacer sur les problématiques pour les personnes âgées, en EHPAD ou ce genre de choses. L'investissement qui est réalisé, il n'est pas perdu parce que le matériel, on l'enlève, on le met ailleurs. Et puis enfin, comme ce fameux monsieur tout le monde, l'environnement connecté va suivre les envies de la personne. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est un petit peu de voir quels sont les impacts réels en termes d'inclusion et de pleine participation pour les personnes en situation de handicap avec cet environnement connecté. Déjà, un petit témoignage des professionnels et des usagers au PEP 45 autour de cette thématique. Voilà. Est-ce que sur le terrain, on trouve que c'est vraiment opérationnel dès maintenant? Est-ce que ça marche bien? Voilà. Qu'est-ce qu'on en dit avec le recul qu'on peut avoir au PEP 45? C'est vraiment pouvoir offrir à chaque personne des possibilités. Alors, on évoque la situation d'une résidente qui a des capacités plus importantes et donc on va avoir des outils qui peuvent se mettre en place plus importants, mais pour d'autres ça peut paraître anodin, des fois c'est une toute petite chose, la domotique va paraître une petite chose, mais une petite chose pour les personnes dans la situation de polyhandicap, c'est quelque chose d'énorme. Et tout à l'heure on évoquait les familles, et les familles ils sont très sensibles. Au début, avant que la domotique soit présente dans la chambre, il y a quand même tout un travail préalable qui est énorme, réalisé en partie par les ergothérapeutes, un petit peu les infirmiers et tous les professionnels de soins qui interviennent ici auprès des résidents. Et c'est l'aboutissement en fait de tout ce travail-là en fait qui se concrétise au moment où on peut enfin utiliser l'outil. On est vraiment dépendant de ça. On a vraiment besoin que l'équipe du quotidien s'investisse avec nous vraiment et soit porteur du projet autant que nous, parce que sinon on se heurte à des murs en fait. Là où il faudrait vraiment qu'il y ait une évolution, c'est que les fabricants
de logiciels, les fabricants même de matériel sont un peu plus sensibilisés au handicap, qu'on ait la possibilité d'avoir des interfaces plus épurées, plus simples, et qu'on se dise pas il faut absolument avoir des logiciels spécialisés parce qu'on touche au handicap. T'as vu, il y a du travail pour rendre stables les nouvelles technologies. Surtout que ça a l'air hyper important, la stabilité des matériels pour les personnes en situation de handicap. Oui, et puis moi je suis perdu avec toutes ces évolutions technologiques. Ça avance vite, c'est ça la réalité. La veille technologique, on est censé la faire dans notre temps. Sauf que quelque part, les technologies, elles avancent plus vite que le temps qu'on peut y passer. C'est ça. Et du coup, avoir quelqu'un à qui faire référence de notre besoin et qui fait le lien avec le matériel existant, ça fait gagner. Ça, c'est vrai que ça nous fait gagner beaucoup de temps. En fait, ce que je vois, c'est que la domotique, ça interroge et que ça peut modifier des pratiques professionnelles. De toute façon, moi, on me l'a toujours dit, dans toute innovation, il y a toujours une prise de risque. Ah bah ça doit pas être si facile de s'adapter si en plus il y a une prise de risque. Ah oui, à qui le dis-tu? Surtout que la prise de risque, avec les outils technologiques, elle peut être technique. Comment ça? Juste des fois, ça bug. Alors ça ne marche pas, pour des raisons que moi je ne maîtrise pas, parce que je suis néophyte par rapport à ça, ça peut créer beaucoup de frustration. Ça peut parfois mettre en péril des activités. Sur ma profession, ça a rajouté clairement du travail, une bonne couche de travail. Alors ma profession jusque-là était dans l'actif. Et donc là, je suis obligé de prendre un temps pour regarder ce qu'il y a sur mes écrans. C'est des temps en plus. Voilà, alors il y a un épisode entier qui a été fait sur ce retour d'expérience, hein, vous le verrez sur le YouTube des PEP 45, qui dure 8 minutes, donc je ne pouvais pas tout passer, j'ai pris quelques exemples, mais aussi pour vous montrer que y a un gros potentiel dans l'environnement connecté, que notre expérience montre que ça marche, mais que c'est tout un changement à accompagner au niveau du secteur médico-social. Et c'est ce que je vais essayer de vous illustrer maintenant, en revenant tout simplement sur une situation de handicap. Qu'est-ce que c'est? C'est une limitation d'activité, restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement. Et qu'est-ce que c'est que l'environnement? C'est l'ensemble des facteurs physiques, sociaux, comportementaux qui caractérisent le milieu de vie d'une personne. L'environnement connecté, il agit justement sur ces facteurs physiques. Autrement dit, comme on vient modifier un environnement, on se rend compte que les situations de handicap vont forcément évoluer, puisque aujourd'hui, on sait très bien qu'une situation de handicap, une personne va être en situation de handicap, par exemple, pour faire ses démarches en ligne, si elle ne sait pas utiliser un ordinateur. Bon, c'était impensable, ça, il y a 10 ans. Par contre, elle ne va pas forcément, une personne qui va être en fauteuil roulant, qui va avoir très peu de mobilité sur le plan physique, va pouvoir faire ses courses et grâce au joystick de son fauteuil roulant, par exemple. Donc, les situations de handicap évoluent. Donc, on voit bien que, voilà, c'est ce que je venais de vous dire, du coup, la personne ne va plus forcément être en situation de handicap pour gérer son environnement, quel qu'il soit, va plus être en situation de handicap si elle peut pas fermer sa porte, si elle peut pas être sécurisée au niveau de son domicile avec l'incendie, etc. Ou bien si elle tombe, finalement, elle va aujourd'hui avoir les outils qui lui permettent de ne pas avoir à marcher pour aller prendre le téléphone ou autre chose. Donc ça, on peut évidemment étendre ça au numérique avec les drives ou les démarches en ligne, comme je vous disais. Donc, c'est une innovation technologique, l'environnement connecté, oui, d'accord, mais à mon sens, c'est une innovation sociale en devenir. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a encore du travail en termes de fiabilité des outils, d'ergonomie, d'accessibilité, d'évolutivité. Il faut que tout un environnement connecté soit interopérable, c'est-à-dire que les objets de la santé connectée puissent réellement, comme je vous l'exprimais, ne pas simplement envoyer une notification pour alerter s'il y a un point d'appui, mais bien s'adapter en fonction des besoins, donc allumer une lumière, passer un coup de fil, envoyer un SMS, voilà. Mais si on se donne les moyens d'accompagner cette innovation technologique, on a vraiment, je pense, un potentiel d'innovation sociale à venir. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que c'est un sujet qui interpelle dans la société. Ça interpelle à différents niveaux, à mon sens. Ça interpelle au niveau
du bâtiment, au niveau de la domotique, c'est-à-dire tout ce qui est le smart home, smart building. Maintenant, on parle même de smart city, hein, les villes connectées. Tout ça, ça interpelle parce qu'en fait, une personne en situation de handicap, comment elle va être inclue dans la ville connectée de demain? Et en fait, quelle sera la situation de handicap de demain? Et comment on va pouvoir garantir la pleine participation de tous dans cette nouvelle ville? Il y a des filières, bien sûr, la silver economy, avec toutes les technologies autour de la dépendance, notamment pour les personnes âgées, voilà, qui croît énormément en France, qui est soutenue par les politiques gouvernementales. Et puis, le ministère de la Santé, qui a, depuis, je crois, 2 ans à peu près, créé l'Agence du numérique en santé, qui, elle, a réellement avancé sur le sujet, qui avance relativement vite sur le sujet du numérique en santé, avec une feuille de route dédiée au médico-social et qui va en fait un petit peu encadrer la façon dont le numérique va pouvoir être déployé dans le médico-social. Alors, le numérique, évidemment, la priorité qui a été ciblée, c'est entre autres le dossier informatisé de l'usager, que chaque usager ait un dossier informatisé. Mais tout ce qui est la problématique des objets connectés et de l'environnement connecté fait aussi partie des thématiques abordées par l'Agence du numérique en santé. Voilà, c'est dans cet environnement que nous avons pu, donc, en lien avec l'ARS, créer un dispositif expérimental pour 5 ans, dont je suis le chef de service, qui est un dispositif innovant, qui intervient en transversalité dans le secteur médico-social et qui va aussi bien à terme accompagner les établissements ou les usagers à domicile pour justement évaluer avec eux l'apport du numérique pour leur pleine participation, leur inclusion, etc. Je vous montre la dernière vidéo. Au niveau de l'association, on a un certain nombre d'outils qui utilisent les plateformes numériques, tout ce qui est tablette, tout ce qui est ordinateur et téléphone portable. Et nous avons auprès des enfants scolarisés qui sont des élèves avec des troubles sensoriels. Donc, nous avons profité de cette démarche initiée dans le secteur adulte à la Devinière pour l'étendre au sein de l'association. Donc, monter un projet qui soit un projet associatif, qui ne soit pas que domotique, mais qui soit autour de tout ce qui est numérique. Au lieu que ça reste qu'un outil d'un établissement, on en a fait un dispositif réel qui est un dispositif pour l'association. Donc aujourd'hui, c'est structuré, c'est un service qui existe avec les membres de service. Et demain, comme je vous l'exprimais, ça va s'étendre sur le département et avec les autres associations partenaires. Et d'ici, je disais 5 ans, mais on a déjà passé une année, donc dans 4 ans, il faut que ça soit régional. Voilà, je vous remercie et j'arrête mon partage d'écran. Merci Julien. Du coup, je crois qu'on a quelques minutes encore pour des questions-réponses. Je ne sais pas si certains ou certaines d'entre vous avaient des questions à poser suite à cet exposé. Carole? Oui, je ne savais pas si je pouvais intervenir à l'oral. Je vous avais mis une question dans le chat. Voilà, et quel est le suivi des financeurs? Parce que vous avez un projet absolument magnifique. Et vous le présentez très bien et ça donne vraiment envie de le déployer. Comment vous êtes suivi là-dessus? Quelle relation vous avez avec vos financeurs et comment ça fonctionne? Monsieur Guillard. Je peux répondre, Yann? Oui, la parole est libre. Bonjour, Monsieur Gaillard. Bonjour, le Président. Effectivement, on a soumis le projet à l'ARS et l'ARS nous soutient pleinement. Alors, sur 5 ans en projet expérimental, je crois que Julien pourra me confirmer, c'est quelque chose
sur les 5 ans, c'est pratiquement plus de 800 000 euros, je crois, quelque chose comme ça. Hein. Mais c'est Ouais, on par a étape, voisine, par ouais. étape, par étape, hein. Par étape, tous les ans, en fonction de l'évolution qu'on donne au projet. Et avec l'idée que de l'expérimental, ça devienne comment dire, un pôle ressources, hein, un pôle ressources permanent. On est suivi, et juste si je peux rajouter, on a un financement expérimental sur 5 ans, ce qui est plutôt rare parce que d'habitude les expérimentations sont financées sur 3 ans. Et là, l'ARS, du coup, nous a proposé 5 ans. Voilà. Il y a Christophe qui a levé la main. Donc, je ne sais pas s'il y a une question. Oui, il y a une question, mais écrire dans le chat, c'est un peu compliqué. Je vais être un peu plus orienté technique par rapport au développement et à tout l'intérêt qu'a votre projet. Et en effet, il est sans limite dans son développement avec les nouvelles technologies qui arrivent et qui peuvent s'agréger les unes aux autres. Comment vous gérez aujourd'hui la difficulté justement d'avoir une interopérabilité des différentes plateformes de recueil de vos différents systèmes? Vous avez un développeur chez vous vous avez un partenaire qui développe, qui arrive à agréger les différentes sources pour arriver à tout piloter? Alors, c'est un vrai sujet. Ah oui. C'est un vrai sujet. Alors déjà, la première chose, je parlais de l'Agence du numérique en santé. Dans la feuille de route du numérique en santé, il y a, si je ne me trompe pas, le projet d'avoir un label justement sur cette interopérabilité, de façon à ce que demain, les solutions connectées qui sortent soient de fait interopérables. Donc, ça veut dire fournir une API, par exemple, pour que justement les systèmes communiquent entre eux. En attendant, nous, on a la chance d'avoir effectivement un partenaire qui est en mesure de nous proposer des développements qui vont qui vont nous permettre de communiquer entre des objets qui n'étaient pas prévus à la base pour le faire. Voilà. Donc oui, on s'appuie sur ce partenaire et on est encore en phase, on est en phase expérimentale. Donc du coup, c'est un vrai sujet et je pense qu'il va bouger dans les années qui viennent là. Oui, c'est-à-dire qu'après, il faut avoir un peu de poids pour arriver à ce que les développeurs, enfin les concepteurs d'outils et d'objets intègrent en fait dans leur création directement la possibilité que ce soit, alors pas de l'open source parce qu'ils ne le feront jamais pour protéger leurs droits et leurs brevets, mais qu'au moins il y ait une porte de sortie pour pouvoir récupérer des données brutes et pouvoir les traiter avec un logiciel qui recueille l'ensemble des données. Du coup, j'ai une autre question, vu que vous êtes sur plein de plateformes, excusez-moi, hein, mais c'est très, très intéressant. Comment vous gérez la problématique qui arrive de plus en plus avec la CNIL et la protection des données? Parce que malgré tout, quand on utilise un Google Home ou un Amazon, un Alexa, un truc comme ça, on a l'enregistrement. Alors même si on peut couper les données et le recueil des données automatiques de ces outils-là, comment vous préservez derrière les éléments qui peuvent transiter sur ces supports? En fait, ouais, bien sûr. Et puis l'éthique est juste derrière et à mon avis un des sujets très très importants. Quand on parle de données, il faut différencier deux choses, hein, les données personnelles et les données de santé. Tout ce qui est données de santé, serveurs agréés, HDS, ça, nous, on n'en utilise pas encore. On a quelques objets connectés de santé qu'on va expérimenter, mais du coup, là, on n'a pas d'interopérabilité dessus. Donc, c'est directement géré dans le cloud du fournisseur et c'est hébergé HDS. Nous, du coup, on est données de santé protégées. Voilà, on est tranquille là-dessus. Après, pour ce qui est des outils grand public type Google Home, en fait, c'est du droit commun, c'est-à-dire que les personnes sont chez elles, elles utilisent le Google Home comme monsieur tout le monde va utiliser son Google Home avec les risques que ça encourt. Voilà. Après, charge à nous de l'informer, par contre, sur ces éléments-là. Après, ça reste du droit commun. Et sur les masses, parce que c'est là où on a vraiment un environnement entier qui est connecté, on n'a aucune donnée qui sorte. Toutes les données restent en local. Tout reste en local, enfin, du moins dans un réseau sécurisé fermé, étanche. Exact. Bravo, super projet. On a deux questions sur le chat. Je commence par la première. Quel a été l'accueil des professionnels? Y a-t-il eu des réticences, notamment des aidants, peut-être plus âgés ou plus éloignés du numérique? Non. Honnêtement, non, parce que je pense que la chance qu'on a eue, c'est que c'est un projet qui parle tout de suite.
En fait, dès les premières démonstrations qu'on a pu faire, voir qu'on pouvait allumer sa lumière avec un contacteur pour une personne en situation de polyhandicap, en gros, tout le monde dit « mais ça, c'est super ». Donc, du coup, on n'a pas eu trop de barrières par rapport à ça. Je dirais que le chemin reste à faire dans la transformation des pratiques un peu plus en profondeur, où là, du coup, il y a vraiment un accompagnement au changement à faire, qui ne peut pas se faire au cas par cas, qui peut être que global et qui peut que suivre, à mon avis, le rythme de la société. Voilà. Aujourd'hui, quand je dis qu'une personne en situation de handicap, elle n'est pas forcément handicapée pour faire ses courses en drive, tout le monde est d'accord avec ça. Et tout le monde, je pense, est d'accord avec le fait que les situations de handicap, elles évoluent. Parce que le numérique, il est de plus en plus présent. Mais sur le terrain, sur le concret, pour aller vraiment les utiliser, avoir le réflexe de dire « Ah oui, ok, on peut utiliser le numérique pour faire ça. Ah oui, ok, on n'avait pas pensé à ça. » Là, il y a du boulot. Et donc, il y a une autre question. Comment les autres partenaires associatifs s'en saisissent-ils? Les autres partenaires associatifs. Aujourd'hui, je dirais que c'est une des missions aussi de la plateforme d'accompagnement vers le numérique, c'est d'aller plus communiquer sur tout ça pour montrer. Alors, il y a déjà des visites qui ont été faites, il y a des contacts qui ont été pris avec les autres associations, par exemple, du département, pour pouvoir être un appui peut-être sur certains projets ou autre chose. Voilà. Après, c'est quelque chose qui reste à construire. La plateforme numérique, elle a 1 an et demi à peu près d'existence. Et au fur et à mesure qu'on grossira en moyens, etc., je veux dire, c'est des choses sur lesquelles on pourra aller plus loin. Super. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou si certains veulent compléter les questions par rapport aux réponses. Oui, volontiers, je mettais un peu… Ah, pardon. Alors, non, mais Carole, allez-y, il n'y a pas de souci, je compléterai ma question après, Christine. Non, je vous en prie. Ah oui, ok. Alors, les partenaires associatifs, ma question effectivement sous-jacente, c'était est-ce que demain, Julien, vous pourrez être pilote vis-à-vis d'autres associations pour les accompagner justement dans cet accompagnement, dans ce changement à la domotique? En fait, c'est clairement un sujet qui a été abordé avec l'ARS, c'est-à-dire, comme disait M. Baguidi, de pouvoir en fait se déployer en dehors, déjà sur le département, voilà, donc en dehors PEP 45, sur le département, après visée régionale, à terme. Et oui, l'idée, c'est qu'on puisse justement diversifier, se dire que ce qui a fonctionné dans les masses, ça peut fonctionner ailleurs, ça, c'est à mon avis, voilà, je pense que si ça marche en masse, en gros, ça marchera ailleurs. Et après, l'idée, c'est de dire quelles sont les prestations de la plateforme demain. Et moi, je pense qu'il faut qu'on vise différents axes. Et un des axes, c'est pouvoir accompagner effectivement le changement dans un établissement, sans oublier de pouvoir accompagner des usagers directement à domicile. Donc là, il y aura probablement un travail à faire, partenariat avec MDPH, pour des orientations directement, par exemple, vers la plateforme. Voilà, c'est des sujets qui nous attendent, je pense. Mais... Ok, ben bravo, parce que oui, avec l'inclusion, les habitats inclusifs, en effet, je pense qu'il y a un gros travail à domicile après à fournir. Donc oui, ça laisse envisager plein de perspectives. C'est vraiment un beau projet et c'est de toute façon l'avenir. Merci. Carole, du coup. Oui, je suis d'accord, c'est un magnifique projet. Moi, j'avais une question très naïve, puisque je n'ai pas une culture de l'accompagnement, etc. Je me disais, on a l'impression que finalement, tout a été très fluide, que tout de suite, l'autonomie voilà, s'est révélée et que c'est rentré dans le quotidien comme ça. Je me disais, est-ce qu'il y a des situations dont vous pourriez nous parler, des exemples où ça n'a pas été si fluide, c'est-à-dire où l'autonomie de la personne a surpris soit un professionnel, soit la famille, et où ça n'a pas été si simple et où ça a demandé un accompagnement particulier? Alors, je ne vais pas le mettre au passé, je vais garder votre question au présent. C'est-à-dire que c'est toujours compliqué, ça fait partie des changements justement d'habitude. Est-ce que l'autonomie a surpris? Oui, je pense que parfois on a pu découvrir que la personne était en mesure de, par exemple, d'utiliser son contacteur. Voilà, on voit une résidente allongée qui a deux contacteurs au-dessus de sa tête.
Cette résidente, elle cesse d'étonner hein, depuis qu'elle est arrivée à Hamas, à la Devinière. Et donc, oui, ça a surpris, mais je dirais que finalement, ça a été accompagné au long cours, en fait. Ça n'a pas été du jour au lendemain, on a mis dans la chambre, voilà, vous avez vu, elle sait faire ça. Ça a été toute une réflexion, des évaluations pluriprofessionnelles pour arriver à déterminer le bon matériel. Parce que quand on le voit en vidéo, effectivement, je peux comprendre le côté ça semble fluide. Après, c'est des années pour arriver à mettre ça en place dans sa chambre. Donc, c'était vraiment collectif. Les familles étaient, oui, surprises, je dirais plutôt satisfaites, contentes de voir ça. Mais voilà, encore une fois, je pense qu'on peut encore aller plus loin et vraiment se dire que c'est cette fameuse possibilité qu'ils ont, on peut encore plus l'utiliser. Ouais. Super. Je ne sais pas s'il y a de nouvelles questions. En tout cas, il y a des demandes de rendez-vous pour poser d'autres questions à Julien. Donc, je pense que Julien, vous serez d'accord. Je peux juste pousser la mienne un peu plus. Bien je me sûr. disais que potentiellement, il y a eu un accompagnement avec les soignants, parce que pour certaines situations, je me dis certaines doivent être extrêmement culpabilisantes de se dire que pendant des années, on a cru que la personne attendait ça et de découvrir subitement que ce n'est pas du tout ce qu'elle attendait. Est-ce que ça, vous avez eu des retours? Comment vous l'avez travaillé en équipe? Alors, je ne sais pas si culpabilisant, c'est le bon terme. Après, la plupart des usagers le découvrent eux-mêmes, en fait. Et en fait, il y a aussi toute une phase, et là, je pense qu'on n'en est pas sorti, d'appropriation par les usagers des outils. C'est-à-dire que je ne peux pas répondre à la question parce que je pense qu'on n'en est pas encore là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, eux-mêmes vont découvrir qu'ils ont la possibilité d'ouvrir les volets, d'allumer la télé. C'est un truc qu'ils n'ont jamais pu faire. Donc déjà, pour qu'eux le conscientisent, je ne sais pas trop si ça se dit, mais pour qu'ils se l'approprient pleinement, il y a déjà toute une étape quand même à respecter autour de leur rythme. Et leur rythme, donc là on parle vraiment de personnes accueillies en masse, hein, le rythme est souvent beaucoup plus lent que le nôtre. Et donc aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas tout à fait encore sorti de ça, en fait. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, très bien, merci beaucoup. On a une autre question sur le chat de Renaud qui nous dit « Bonjour, le soutien de l'ARS est vraiment intéressant. » J'ai un problème de souris, pardon. Donc, bonjour, le soutien de l'ARS est vraiment intéressant. Les nouvelles technologies, en particulier lorsqu'elles permettent de rendre acteurs les personnes concernées, ont une vraie valeur ajoutée. Mais quelles sont les valorisations scientifiques de ce projet qui ressemble à de la recherche-action participative, ce qui pourrait permettre un essaimage plus important? Il faudra qu'on étudie ça ensemble, Renaud, je pense. Aujourd'hui, je ne me suis pas vraiment penché sur le sujet. Les valorisations scientifiques, j'en ai, en tout cas, quand j'ai travaillé un peu sur le sujet pour un mémoire, j'en ai pas trouvé énormément. Il y a beaucoup d'articles, il y a beaucoup de préconisations. Je pense que ça peut être intéressant à creuser de toute façon ensemble, mais je n'ai pas vraiment de réponse à t'apporter là. Il y a encore une… J'allais demander s'il y avait d'autres questions. Et oui, pour les logements inclusifs, par exemple, ce serait vraiment intéressant par rapport à la sécurisation, autant des personnes que des familles, pour les rassurer. Ouais, c'est l'avenir. Moi, j'en suis convaincu. Je parlais de smart home, smart building, smart city. Alors ça, c'est les mots un peu grand public, le bâtiment connecté, voilà, parce que le mot domotique, ça fait un peu peur, le mot domotique. Hein. Donc, du coup, de plus en plus, on change de langage. Et oui, dans l'appartement inclusif, c'est très pertinent parce que c'est évolutif, parce que c'est sans travaux et parce que c'est personnalisable. Voilà, nous, on a déjà eu des contacts avec d'autres, voilà, justement avec des assos partenaires, pour justement un peu les informer de ce qui était possible autour de l'environnement connecté. Mais oui, habitat inclusif, clairement, oui, ça devrait, je pense, on devrait même aujourd'hui penser tout de suite environnement connecté de façon générale, mais encore plus sur ce genre de projet. Je suis tout à fait d'accord.
il faudrait qu'il soit raccordé à la plateforme de référence. Ouh là là, merci, je pense qu'il n'y a vraiment pas grand-chose à faire pour favoriser cette valorisation. Bravo pour ce travail auprès des personnes concernées avec un impact concret et réel. Voilà ce qu'on nous dit. Moi, j'avais une question sur les enjeux financiers, parce que finalement, j'allais dire, le soutien de l'ARS, il est voilà, bienvenu, et je pense que c'est super que les pouvoirs publics soient engagés sur la question, mais finalement, le défi est tellement grand. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres enjeux financiers et je sais qu'il y a des recherches actuellement de financement, mais du coup, voilà, c'était une question que j'avais. Quels sont un peu les enjeux En fait, aujourd'hui, il y a la CNSA qui porte beaucoup de projets et beaucoup d'appels à projets, de financement. Voilà. Ce que je disais un petit peu, c'est lié avec la feuille de route, à mon avis, hein, sur le numérique en santé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le médico-social, tout ce que je viens de dire, c'est demain, en fait. C'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, l'actualité, c'est le DU, c'est le dossier unique de l'usager. C'est d'équiper le secteur médico-social avec un dossier informatisé. Voilà. Et que cette étape-là, c'est la priorité qui a été ciblée par l'Agence du numérique en santé. Alors, il y a eu un appel à projet qui est sorti pour justement proposer autre chose que le dossier numérique en santé, la structure 3.0, qui a pris des projets autour des environnements connectés. Je pense que c'est des financements qui arriveront après, en fait. Et c'est un peu la problématique, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on prépare demain, et après, il faut voir effectivement quel moyen on se donne pour ça au niveau de la société, pour justement, dès le départ des réflexions sur la ville connectée ou les bâtiments connectés, dès ce départ-là, intégrer les questions d'inclusion, de pleine participation des personnes en situation de handicap, en gardant bien en tête, comme je disais, que ça change les situations de handicap, elles évoluent avec l'environnement, et là, on a un gros boom sur l'environnement connecté. Donc, pour moi, les enjeux de financement, ils sont importants, mais de la veille que moi, je peux en faire, en tout cas, j'en vois pas encore énormément. Merci beaucoup. Du coup, je pense qu'il n'y a plus de questions. Je n'en vois plus dans le chat. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Et je ne sais pas si on a une fin horaire. Jusqu'à combien de temps on a? C'est vrai que c'est très intéressant. Écoutez, vous êtes dans les temps, Yann. Super. Je pense que ça a permis un échange vraiment intéressant et vraiment, enfin, merci beaucoup à vous deux de cette présentation, d'avoir répondu à toutes nos interrogations. Je vois que vous avez un dernier commentaire dans le chat qui dit que c'est un changement comme la révolution industrielle dans l'histoire du 19e. C'est très juste. Et puis, écoutez, on a laissé, vous avez une page sur le site internet des rencontres où vous présentez ce projet avec toutes vos coordonnées si des personnes sont intéressées. Et puis, on vous propose de poursuivre les rencontres avec deux petites vidéos, des PEP CBFC et des PEP 11. Et puis, nous reprendrons les fabriques à 14h avec les PEP Lorest, les PEP 28, GPA, les PEP 09, à nouveau les PEP CBFC dans les Marpas. Et enfin, à 17h15, les PEP 91. Merci beaucoup, merci infiniment et très bonne journée.